C'est une base de données historique qui, comme le nom le dit, c'est pour remonter le temps et aller à la recherche des sources. Les sources historiques sont dispersées dans des archives, dans des bibliothèques, dans des centres de documentation, et les traces de l'histoire se trouvent là-dedans. Ces traces d'histoire, elles peuvent être sous forme d'indications météorologiques, hydrologiques, des notes de témoignages, ça peut être des livres, des journaux, il y en a en masse ici. Toutes ces traces constituent des informations précieuses pour monter le temps et pour les inondations et les étiages, documenter des sinistres passés, répertorier, inventorier des inondations et des étiages passés. Et cette base de données constitue aujourd'hui une banque d'informations sur plus de 2000 inondations et une centaine d'étiages environ sur un territoire pilote du Québec, constitué en fait entre Montréal et Lévis jusqu'aux frontières américaines. Elle s'adresse à tout le monde, notamment aux chercheurs qui veulent faire des projections climatiques, qui veulent en savoir plus sur les sinistres passés pour pouvoir améliorer les alertes, améliorer les aménagements du territoire, savoir où sont les zones inondables, à quelle récurrence sont arrivées les inondations. Donc on peut faire un tas de choses avec cet outil-là, et ça s'adresse bien sûr aux municipalités, aux gens qui construisent ou qui veulent habiter dans un endroit. C'est un outil vraiment de capitalisation de l'information sur les sinistres passés et utile pour beaucoup de gens en fait. Et cette base de données, elle remonte jusqu'en 1642, date de la première inondation trouvée dans les sources, et elle va jusqu'à nos jours en fait. Ça fait plus de 2000 inondations et une centaine d'étiages intégrés dans cette base de données, et elle n'est que pour un territoire pour l'instant compris entre Montréal et Lévis jusqu'aux frontières américaines. Donc imaginez plus de 2000 inondations juste dans ce petit territoire, qu'est-ce que ça serait sur tout le territoire du Québec? Pendant les recherches qui ont mené à mettre au jour plus de 2000 inondations, ça veut dire que, bon, on avait sur le Québec quelques événements bien connus. Vous vous souvenez tous du Saguenay de 96, plus récemment du Richelieu 2011. Bien, depuis le XVIIe siècle, on a plus de 2000 inondations répertoriées, et là-dedans, il y a dans le lot quelques inondations qui sont remarquables à plusieurs types de vues. Ça peut être du point de vue impact économique, comme le Richelieu 2011 justement, ou plus anciennement les inondations de Montréal en avril 1886. Ça peut être du point de vue des morts, malheureusement. C'est vrai que sur le plan humain, les inondations n'ont pas beaucoup de ravages humains, comme le font les séismes, mais je dois noter quand même l'inondation de Sorel en 1865, où une cinquantaine de morts. Et il y a d'autres inondations qui sont aussi remarquables parce que elles causent des ravages que l'on ne connaît plus en fait aujourd'hui, avec les montagnes de glace, les embâcles, c'est-à-dire les barrages constitués par l'arrivée de la débâcle au printemps, les glaces qui sont en train de s'accumuler, et au siècle précédent, avant l'arrivée des brise-glaces, en fait, ces embâcles arrivaient à faire monter les eaux et donc déborder, comme en 1886 par exemple, 1884, enfin bon, c'est des événements du 19e, 20e siècle que l'on ne voit plus tellement aujourd'hui, mais il y avait des montagnes de glace, imaginez par exemple sur les quais de Montréal qui montaient et qui inondaient jusqu'au centre-ville.
Oui, tout à fait. Heureusement, on retient des leçons de l'histoire. Par exemple, après les inondations répétitives du 19e siècle sur Montréal, à cause des embâcles, justement. Donc, première chose, il a été constitué un comité d'ingénieurs pour étudier la cause de ces embâcles, pourquoi les montagnes de glace grimpaient, inondaient jusqu'au centre-ville. Et plusieurs solutions farfelues ont été proposées, mais celle qui a été retenue, c'est de fabriquer une digue entre, en fait, dans l'ouest de Montréal et d'approfondir aussi le chenal. Et donc, à ce moment-là, les inondations, elles ont continué, bien sûr, mais elles ont été moins dévastatrices. Et ce quai-là était déjà projeté quand même depuis 1833, et on a attendu, en fait, les années de 1890, après moult inondations, pour pouvoir les construire. Faire de l'histoire sur une partie du territoire, ça n'a pas de sens en fait, surtout si on veut, avoir des projections ou des études, des analyses, sur tout le Québec. Donc on ne peut pas, se contenter seulement, du sud. Et puis quand on voit tout ce qu'on a, constitué, mis à jour comme histoire, ça serait vraiment trop dommage d'en rester là. Et puis cette base de données, si on veut, la rendre publique, c'est absolument nécessaire parce que tous les gens ont intérêt à y accéder pour pouvoir, chacun ce qu'il veut en faire, mais en tout cas, ne serait-ce que connaître son histoire déjà. Donc c'est l'objectif que j'espère qu'on arrivera à atteindre.